Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Bonne année, bonne santé, plein de jeux, plein de bonheur. On va continuer notre activité ludique cette année avec nos jeux pour faire travailler un petit peu le cerveau et l'imagination pour continuer de prendre du plaisir en famille ou parfois tout seul. Et oui, moi je suis très adepte des jeux solo donc je vais continuer cette année avec mes horaires un petit peu décalés. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Malgré tout, pendant les fêtes, avec la famille, avec les amis, voilà à quoi j'ai joué. Alors, il y aura pas tout, mais c'était histoire de faire un petit éventail des jeux auxquels j'ai joué et quelques avis, quelques déceptions aussi, on y reviendra tout à l'heure. Alors, avant tout, je voulais vous faire un petit truc là, parce que j'ai un petit peu pimpé certaines de mes boîtes, et je voulais vous en parler. Et oui, grâce au calendrier de l'Avent. Alors si vous ne les avez pas encore jetés, moi j'avais même gardé ceux de l'année dernière, vous voyez, parce que dans les calendriers de l'Avent, bah voilà, à l'intérieur par exemple du Kinder, qu'est-ce qu'on a? On a du plastique comme ça. Vous voyez, j'en ai encore un de l'année dernière que j'avais gardé. Pourquoi? Tout simplement pour faire des inserts dans certaines boîtes. Comme vous le savez, on a des jeux, certains jeux, c'est des sacs plastiques à outrance à l'intérieur. Et on peut pas forcément bien ranger nos jeux. Alors voilà, par exemple pour Subterra 2, j'ai mis dans la boîte de base un petit insert fait maison grâce au calendrier de l'avant Kinder. Oups, voilà. Donc ça, c'est bien, c'est la boîte de base. Comme ça, j'ai rangé tous les pions et dans une des autres boîtes, vu que j'ai les extensions parce que je les adore, j'ai mis les tuiles et j'ai mis les trucs de personnages, les petites fiches de personnages. Là, Auricalc, parfait. Voilà, avec un peu de bricolage, les endroits qui sont découpés pour pas que ce soit tranchant, pour pas abîmer le matériel, et j'ai mis du scotch d'électricien, du scotch noir. Parfait. Donc comme ça, je me retrouve avec des inserts fait maison facile. C'est parfait. Alors là, je vais vous dire, il y avait un Lego City aussi. Vous voyez, c'est du carton à l'intérieur, donc ça peut être utile une prochaine fois. Je vais voir qu'est-ce qu'il faut que je pimpe comme boîte, parce que je déteste les sachets plastiques, mon Dieu. Et les inserts, c'est vrai que ça coûte une blinde parfois, hein. Donc autant il y a iRaptor, autant il y a de l'impression 3D. Il y a des fois ça coûte un peu cher, mais on peut se débrouiller par soi-même. Voilà, c'était un petit apartheid parce que les chocolats de l'avant, ils sont ici, autant que ce soit encore utilisé pour faire des inserts, les petites boîtes. Voilà, on va pas acheter ça. Donc on va enchaîner sur les jeux auxquels on a joué pendant les fêtes. Alors tout simplement déjà, on va commencer avec les petits jeux. Les petits jeux qui étaient en soirée pour le nouvel an, ou alors quand on a des amis de la famille qui est de passage. Alors, la petite sélection toute bête qui passe toujours bien, on a le 6 qui prend. Alors là, celui-là, je le présente plus effectivement. Donc une 104 cartes partons qui sont numérotées de 1 à 104. Dans votre main, vous en avez 10. Tout le monde va en choisir une pour la placer sur la table. Il y a 4 colonnes et vous devez mettre dans l'ordre croissant au-dessus justement des 4 colonnes, au-dessus des chiffres immédiatement au-dessus. Voilà, c'est un jeu tout bête. La sixième carte dans la colonne prend prend les 5 cartes précédentes de la colonne. Ça fait des points. Celui qui a le moins de points a gagné. Enfin bon, bref. Un jeu facile à sortir, qui fait mouche à chaque fois, qui est complètement chaotique quand on joue jusqu'à 10. Autant on peut jouer un petit peu sur les stats avant, mais quand on joue à 10, c'est infaisable. Voilà, c'est vraiment beaucoup de hasard. C'est fun, c'est sympa, tout le monde joue en même temps. C'est vraiment sympa. Ça, pour attendre le 12e coup de minuit ou attendre les potes qui ne sont pas encore arrivés, c'est parfait. Ça, il n'y a pas besoin, y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour jouer à ce jeu-là. Ça marche à tous les coups. Le Roi des Nains aussi, si vous avez des gens qui aiment les jeux de pli, que vous pouvez jouer de 3 à 5 joueurs. Alors, un jeu de pli avec 3 familles. Donc on a les nains, on a les chevaliers et on a les gobelins. À chaque manche, on va rajouter une carte spéciale qui peut être soit un petit joker, soit qui a une carte un petit peu, une règle un petit peu particulière. On peut avoir un doppelganger par exemple qui va copier une carte précédente, mais en étant légèrement meilleur. Et on rajoute aussi une petite règle. La petite règle va permettre de scorer ou de perdre des points, gagner des points ou perdre des points durant cette manche. Ça change à chaque coup, ça fait plein de possibilités entre la carte ajoutée et les règles qui changent à chaque manche. C'est toujours fun pour les gens qui aiment les jeux de pli. Succès assuré pour passer un bon moment. Je passe très vite parce que c'est des classiques tout ça. Mais ça a fait mouche. Ça a fait mouche comme le Azul. Merci Papa Noël, c'est le seul jeu que nous avons eu sous le sapin.
c'est un méga classique, je suis complètement d'accord. On ne l'avait pas à la maison et on l'avait emprunté en ludothèque, mon fils avait adoré, donc il l'a eu sous le sapin, toute la famille y joue. Je peux vous dire que bah, du coup le 25 il l'a eu, on y a joué, le 26 le matin, avant même le petit déjeuner, avant même mon premier café, j'avais le droit à Azul. Donc c'est tip top. Et voilà, faire de la faïence le matin avant d'avoir pris son café, c'est pas terrible. Donc Azul, toujours une valeur sûre pour les gens qui aiment ce style de jeu, de la pose de tuiles, de combinaison, de la stratégie. Forcément, pour les plus petits, ils ne voient pas les coups à l'avance, alors qu'on construit quelque part sa stratégie avec comment dire, les carreaux de faïence qu'on choisit et ceux qui sont mis dans l'espèce de défausse commune au milieu. On construit un petit peu sa stratégie pour les placements, pour maximiser ses points. Toujours fun à Soul, avec, donc il y a 3 boîtes de base, si je me souviens bien, différentes, avec des règles qui sont un petit peu améliorées, enfin des petites règles subtiles, des petites subtilités dans les autres boîtes de base, des extensions aussi. Nous, Azul, le premier du nom, nous suffisait largement. Et franchement, il plaît à toute la famille et à ceux qui l'ont vu, qui l'ont découvert aussi. Alors, dans ce qu'on ne représente plus, et pourtant il est de cette année, Courtisan, il a fait un succès à chaque fois. Ça a été un tabac. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo lorsque vous avais présenté les règles très rapidement. Courtisan, franchement, il va rester un must, je pense, dans la famille. Nous, déjà à 3, on y joue, c'est hyper top. Et à plusieurs, jusqu'à 5, franchement, ça rencontre un franc succès. Donc un jeu dans lequel vous allez avoir 3 cartes en main, ça va être justement des personnages de certaines familles pour donner de l'influence auprès de la cour qui va être, la cour de la reine qui va être au milieu. On va avoir des cartes qui comptent pour 1, qui comptent pour 2, on va avoir des espions aussi, où on découvrira justement leur profil qu'à la fin. Donc ça pourra influencer justement auprès de la cour de la reine, savoir si une famille est dans le positif ou le négatif, donc va vous rapporter des points ou va vous faire perdre des points, ou alors être neutre. Et donc vous avez 3 cartes, à chaque fois que c'est votre tour, vous mettez une carte pour l'influence auprès de la reine, une carte dans votre cour proche, chez vous, pour scorer ou pas à la fin, et une carte chez les autres. C'est un jeu où on s'adapte tout le temps. Franchement, ça peut être chaotique, mais c'est excellent. Un jeu où on joue un petit peu sur les statistiques, on a aussi 2 petites quêtes qui peuvent nous orienter un petit peu au début pour gagner 3 petits points chacune. Franchement, un jeu tip top, grand succès à la maison et avec les amis. À chaque fois que je le sors, il fait mouche. Donc celui-là, si vous n'êtes pas nombreux, franchement, n'hésitez pas à le sortir. Un très très bon jeu. Alors, on monte en gamme avec hop, Marvel United. Alors Marvel United, ça c'est pas la boîte de base, c'est la boîte Spider-Verse que j'avais eu à l'époque en italien, pas trop cher et que j'avais francisé. Depuis celle-là, elle est sortie en français. On a fait des parties encore en famille, ça reste un grand succès. Je vais pas m'étaler, un jeu coopératif qui se joue très rapidement en une demi-heure voire moins. C'est du coopératif, on est contre un grand vilain et l'intérêt du jeu justement c'est d'avoir des grands vilains parce que les vilains en fait c'est eux qui changent les règles du jeu pour les battre. On va tourner autour sur 6 locations pour essayer de sauver des civils ou alors attraper des brigands. On a 3 petites quêtes. Les quêtes, tant qu'on n'a pas réussi minimum de 2 quêtes, on ne peut pas frapper le grand vilain qui nous met des bâtons dans les roues. Donc chaque grand vilain a des techniques particulières et a des règles particulières. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des grands vilains. Ça, je vous en parle souvent, ce jeu. Franchement, un must. En coopératif, c'est vraiment génial. C'est facile à prendre en main pour les enfants qui ont l'habitude des jeux de société à partir de 8 ans, on va dire. Bah, le mien, hein, ça fait déjà 2 ans qu'il joue. Hein, mais, oui, si, ça doit déjà faire 2 ans qu'il joue. Et de plus en plus, il a les tactiques. Donc voilà, là maintenant il a 7 ans. Oui, au début, il aimait juste balader un petit peu les figurines et puis jouer, mais sans vraiment voir les tactiques dans le futur. Là, 7 ans, ça marche du tonnerre. Allez, on le met de côté. J'ai mon pote Bruno qui est aussi venu un après-midi. On était tout seul, sans la famille. Donc on s'est fait une partie de Toulouse Death Medaille, mais également on a ressorti Maximum Apocalypse. Alors c'était le premier. Il a découvert mon pote et ça reste aussi un jeu coopératif extrêmement sympathique. Un petit peu tactique. Découverte de tuiles pour avancer suivant le scénario, de la survie. On essaye d'avoir les cartes qu'il nous faut pour réussir le scénario, mais également pour survivre, hein, tout simplement. Il nous faut de la bouffe, il nous faut des munitions. Un jeu qui n'est pas forcément facile. Un jeu, oui, je sais, qui demande aussi
un petit peu de chance, on va dire, parce que déjà quand on fouille quand on fouille dans les piles de fouilles, il y en a trois, il faut trouver les bons objets. Il y a du dé, il y a du placement aussi des tuiles au début qui est placé aléatoirement, mais des scénarios. Dans cette boîte là, il y a quatre petites campagnes de trois scénarios, plus un petit tutoriel, avec quatre types d'ennemis différents. Donc que je me trompe pas, il y a les zombies au début, après il y a les mutants, il y a les extraterrestres et les robots. Voilà, on peut mixer un petit peu. On peut mixer aussi avec la plus grosse boîte qui est ici, avec Wasted Wild, qui rajoute des règles supplémentaires. Donc c'est pour ça, pour découvrir, je préfère celui-là, parce que l'autre, il y a la gestion de la météo. Donc des petites choses en plus dans l'autre. Celui-ci, franchement, c'est un must pour faire découvrir, pour faire du coopératif entre potes. Voilà. Et donc en parallèle, oui, effectivement, nous avions fait, que je fasse pas tomber, que nous avions fait un Toulouse Death Médaille, toujours la valeur sulp sur un bon après-midi entre potes, c'était excellent. Je vais très rapidement, parce que de toute façon tous les jeux vous les connaissez, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté d'ailleurs. Je vais revenir sur la BD Marchand. Alors la BD Marchand, je l'avais acheté pas trop cher en promotion. Ça fait des années que j'en entends parler, j'ai l'impression. Les illustrations, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve qu'elles sont très bien pour ce jeu. Franchement, ça va parfaitement. Le matériel est superbe. Il n'y a rien à dire. Franchement, on en a pour son fric. Le matériel est tip top. Par contre, il faut une place énorme sur la table. Donc moi, c'est dans le double fond de ma table fabrication artisanale, fabrication maison. Je l'ai laissé pour essayer en solo. J'ai pas encore essayé le solo et je repousse le solo parce qu'au fur et à mesure, on est un petit peu déçu. Voilà. Comment on pourrait dire? On pourrait dire tout ça pour ça. Un jeu dans lequel on est un artisan et on est un marchand. On va fabriquer ces marchandises pour essayer de les vendre à des voyageurs qui viennent en barque. Donc, au fur et à mesure, on va rajouter des meeples de certaines couleurs dans les barques. Et quand ils accostent, et ben en fait, les couleurs des voyageurs, c'est les couleurs des marchandises qu'il faudrait avoir fabriquées pour pouvoir leur vendre et maximiser les points. Bon, il y a des petites choses comme ça, il y a un système de cartes, il y a un système de temps qui est très bien fait. Effectivement, chaque chose que vous allez faire sur votre plateau de marchand va vous prendre du temps. Donc, il faut jouer avec le temps pour fabriquer le plus possible, le plus intelligemment et adapter aux voyageurs qui vont arriver. C'est vous qui choisissez à la fin de votre tour justement de rajouter, vous tirez dans un sac, vous avez une couleur de voyageur et vous la mettez dans certaines barques. C'est vous qui, ça permet un petit peu d'orienter si c'est des gros objets, des moyens objets ou alors des objets qui iront au marché noir. Voilà, tout simplement. Ça nous rajoute, le marché noir, en fait, ça nous permettra d'avoir peut-être des malus, des cartes malus, mais voilà, c'est toujours vendu, au moins si on a fabriqué quelque chose qu'on ne peut pas le vendre normalement, au moins le marché noir, même si on a un petit malus, c'est toujours intéressant. L'intérêt du jeu, c'est que chaque marchand, il y en a 4 dans la boîte de base, est complètement différent. La méthode de jeu est totalement différente. Là, vous voyez, là, celui qu'on a joué la dernière fois, on a joué le forgeron qui est peut-être le plus simple, c'est un système de placement de dés. Moi, j'avais joué l'alchimiste avec mon fils. Il aimait bien parce qu'il y avait les petites billes et on a un décanteur, on choisit des billes et ça nous permet de faire des potions. Donc c'est complètement différent. Les styles de jeu sont totalement différents. Franchement, il y en a dans les autres, il y a un capitaine que l'on dirige avec son bateau pour avoir des marchandises. Enfin voilà, les quatre marchands sont vraiment complètement différents. C'est vraiment des méthodes de jeu vraiment très bien. Pas de souci là-dessus. Il n'y a pas d'interaction. Voilà, pas d'interaction directe, il n'y a pas grand-chose et ça manque. Et on a trouvé, ben voilà, il n'y a rien à dire. C'est fluide. Mais tout ça pour ça, comme je vous dis. Voilà, c'est gros jeu. Bon, c'est pas de l'expert, hein, loin de là. Voilà, c'est pas de l'expert. C'est vraiment du modéré. Mais franchement, il y a quelque chose qui nous manque dans ce jeu. Je pense que c'est l'interaction. Ou des choses un peu plus complexes, peut-être. Pourtant, on n'est pas jeu expert, jeu euro expert à la maison. Mais surtout ma femme, moi je suis un petit peu plus expert, elle moins, et pourtant même elle, ça lui a manqué, il y a des choses en moins. Donc je pense que si on devait faire une amélioration dans ce jeu, parce que c'est quelque chose que je veux vous présenter, que j'ai pas encore eu le temps, c'était un de mes objectifs de fin d'année quand je suis revenu et j'ai pas eu le temps, c'est peut-être vous proposer des améliorations de certains jeux. Et là, celui-là, je pense qu'on manque d'une interaction. Une interaction, pourquoi pas chaque marchand rajouter une action qui permettrait, par exemple, grâce à de la corruption, pourquoi pas de payer un voleur ou
d'échanger une marchandise à un voleur pour qu'il aille nous chercher une autre marchandise à quelqu'un qui l'a déjà fabriqué, des choses comme ça. Ou alors corrompre pour mettre des bâtons dans les roues des autres marchands. C'est peut-être dur à régler côté niveau de difficulté parce qu'effectivement tous les marchands sont différents et ont des techniques différentes. Mais je pense que c'est quelque chose qui manque et qui donnerait du sel à ce jeu. Donc si j'arrive à mettre un truc en place, je vous en reparlerai prochainement. Je suis un petit peu mitigé sur le jeu du coup. À la maison, il a fait un petit peu flop. Voilà, on s'est amusé. On s'est amusé, il n'y a pas de problème. C'est fluide, c'est nickel, parce que parfois on peut avoir des jeux qui sont tip top, mais quand ils sont pas fluides, bah, ça nous gêne un peu. Le jeu il ressort pas. Là, il a tout pour plaire, il est magnifique, c'est beau, mais il est creux. Voilà, il manque un truc. Donc, on s'y repenchera et je reviendrai peut-être vers vous si je trouve la solution, parce que ça me gêne énormément d'avoir un jeu comme ça qui fait flop à la maison. Ah, et vous le voyez, il est sur la table. Le prochain, Black Rose War Rebirth. Alors, Black Hop avec... voilà, il a un petit foil enfin, il a du vernis sélectif. Hop, magnifique matos. Rien que la boîte, ça fait rêver. Voilà, regardez-moi ça, la boîte avec la petite encoche sur le côté, parce que là, c'est le dessus de la boîte qui s'en va. Franchement, rien que la boîte, ça donne déjà envie. Et c'est exactement comme ça à l'intérieur. C'est tout beau, tout magnifique. Le matériel est superbe. Ludus Magnus Studios, je crois que c'est mon premier jeu chez eux. J'avais toujours hésité parce que Ludus Magnus, en socio-financement, j'ai craqué cette année pour Blood. Mais j'avais toujours hésité. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas mal de projets en attente. Voilà, ça fait quelques mois maintenant que je ralentis sur les sociofinancements, notamment pour ça. Je pense qu'on refera une vidéo peut-être exprès avec comment je pense socio-financement maintenant. Est-ce que je clique sur le bouton ou est-ce que je clique pas sur le bouton? Je vous présenterai un petit peu comment je réfléchis maintenant là-dessus, avec des exemples, je pense. Hein. C'est pas pour mettre le doigt sur des projets qui ont mal réussi ou qui ont capoté, mais pour mettre le doigt sur, ah ben voilà, si j'avais été alerté, peut-être que ça, je l'aurais pas pris parce que, voilà, on en reparlera. Je traiterai personne non plus d'escroc, même s'il y en a certains, on a envie, mais on va éviter de le faire pour ne pas se prendre un procès en diffamation dans la tête. Mais on prendra des projets, on fera peut-être des explications pour voir pourquoi ça a capoté. C'est toujours facile après coup, mais bon, on essaiera de voir ça. Bon, je reviens sur le sujet. Ludus Magnus Studio, j'avais toujours hésité, malgré que j'ai entendu que leur matos était toujours superbe et que les jeux étaient tip-top. Eh bien, je confirme, Black Rose War Rebirth, il va rester dans la ludothèque, c'est sûr. Je suis amoureux de ce jeu. Alors, j'ai eu la chance d'acheter ce jeu d'occasion il y a quelques temps. Toutes les cartes étaient slivées, je ne l'ai pas acheté bien cher, c'était tip top. Superbe occasion, mais c'est vrai qu'il était un petit peu sur ma pile de jeux à jouer, parce que bon, c'est un gros morceau, il faut pouvoir le sortir, et j'attendais l'occasion. J'ai eu l'occasion, grâce à PA, un pote, de pouvoir jouer au premier opus Black Rose War. On s'est fait une partie. Mais quel pied! Quel pied! Je crois qu'on a joué pendant 3h30 à s'affronter tous les deux. On a une merveille, une merveille. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui peut paraître un jeu d'affrontement parce qu'effectivement, nous sommes des mages de certaines écoles de magie. Dans chaque boîte de base, il y a 6 écoles de magie. Et en fait, il y a la loge. La loge qui est ici, c'est l'emplacement comment dire, le point le plus important pour les mages, c'est une espèce d'école, c'est un monument, voilà, c'est toute une étendue. Dans le premier opus, elle est détruite au fur et à mesure de se battre dans les salles parce que les mages, ils veulent montrer lequel est le meilleur pour prendre le pouvoir. Donc ils vont se battre ensemble à l'intérieur, on peut jouer jusqu'à 4. Et ils vont se battre. Ils ont détruit petit à petit toutes les salles. Là, nous revenons dans le deuxième opus. Petit regret, il n'y a absolument rien d'écrit pour l'histoire. J'ai rien vu là-dessus quasiment. Il y a une pauvre petite page. C'est un petit peu dommage. Et en fait, on va se battre à nouveau entre mages. Donc ça peut faire passer de l'affrontement. En plus, il y a des superbes figurines. Ça là-dessus, elles sont superbes. J'ai qu'une hâte, c'est de les peindre. Là-dessus, Ludus Magnus, il n'y a rien à dire non plus. Et à force qu'on va faire des sorts de magie, on va mettre de l'instabilité parfois sur des tuiles. Et ces tuiles, en fait, quand elles sont complétées, eh bien, la pièce va être reconstruite par la magie et on va réussir à gagner des points si on est celui qui a mis le plus de ces petits cubes pour la reconstruction, et ainsi de suite. Ça nous fait gagner des points. Et il y a aussi des quêtes. Bon, voilà. Je vais juste vous dire ce qui me fait kiffer. C'est que ça paraît de l'affrontement. Il y a des sorts de magie. Les sorts de magie, en fait, les decks de magie, c'est nous qui construisons notre deck. On a 6 écoles de magie. Chaque personnage a un peu une école de magie, on va dire, de prédilection.
mais c'est nous qui choisissons nos sorts de magie. On peut mixer les écoles. Chaque école a vraiment des capacités hyper particulières. Ça, j'ai adoré. Dans le premier opus, je trouvais que les écoles de magie auxquelles j'ai joué, alors j'ai joué qu'une seule fois au premier opus, elles étaient peut-être un peu plus basiques. Là, dans le second, dans Rebirth, elles sont un peu plus complexes, je trouve. Je ne vais pas dire difficiles, mais un petit peu plus complexes. Par exemple, on a le sortilège. Le sortilège nous rajoute un type de carte. En fait, c'est des malédictions. Je peux vous dire que je déteste les malédictions parce que ma femme, elle adore ça, je m'en prends plein la gueule. Voilà, donc des malédictions de lenteur, de faiblesse, des choses comme ça. Il y a aussi la technomancie qui nous rajoute encore un nouveau type de carte. Ces cartes-là, en fait, c'est des améliorations qu'on peut mettre sur nos évocations. Et oui, parce que nous pouvons invoquer des évocations, voilà, dans le terme, c'est comme ça, invoquer des évocations qui vont se battre pour nous, qu'on va diriger. Donc, je trouve que peut-être que Rebirth est légèrement au-dessus. Il y a des petites choses qui ont été réajustées. C'est pas plus mal. Mais par contre, c'est légèrement au-dessus de par les écoles de magie. Avec justement les malédictions, les améliorations. Mais également, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aussi bah voilà, il y a une école, c'est l'alchimie. L'alchimie rajoute aussi des petites choses. C'est que chaque type en fait de carte pourra avoir un élément qui sera écrit sur la carte. Et lorsqu'on joue l'alchimie, et bien en fait, si dans les cartes qu'on a déjà jouées, il y a par exemple une montagne et un feu, et bien peut-être que ça va nous donner un boost à notre sort. Voilà. Donc là par exemple, qu'est-ce que c'est? Bah non, je ne suis pas tombé sur la bonne carte. Voilà, j'en ai une ici. Ah oui, ça nous rajoute des renforcements. J'étais en train de chercher le terme. Ça, c'est l'alchimie. Donc ça veut dire qu'il va falloir penser aux cartes qu'on va jouer avant. Et effectivement, chaque école de magie, sur les cartes des écoles de magie, il est écrit justement quel type d'éléments on peut trouver dans ces cartes, dans ces decks de magie, de ces écoles. Donc franchement, c'est tip top, parce que du coup, on revient, ça fait de l'affrontement. On a un petit côté un petit peu euro, parce qu'on essaye de se placer sur certaines tuiles pour les reconstruire. Ça nous fait rapporter des points. On a des quêtes. On a la construction de deck parmi les 6 écoles. Et ça, c'est génial, parce qu'en plus, on peut prendre la première boîte de base, on peut prendre des extensions, il y a des écoles supplémentaires, on peut tout mixer. Pour les complétistes, c'est monstrueux. Faites attention à votre portefeuille. Je pense qu'une boîte de base suffit largement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la programmation. Parce que sur notre plateau de jeu, en fait, on va pouvoir faire 2 actions de déplacement. On va pouvoir aussi mettre 3 sorts de magie, 1, 2, 3 et un instantané. Et en fait, on va s'adapter au fur et à mesure pour savoir ce qu'on va jouer. Mais les sorts de magie, on est obligé de faire dans l'ordre 1, 2, 3. Voilà. Il y a le sort instantané qui va pouvoir s'intercaler. On va à notre tour toujours pouvoir faire une ou 2 actions. Donc peut-être qu'on va faire un déplacement, une frappe, ensuite un déplacement, un sort, une frappe, un sort, un déplacement, une frappe, un sort plus un sort instantané. Voilà, c'est à nous de nous adapter suivant ce qu'on a programmé. C'est tip top, c'est complet. Le matériel est magnifique. On peut trouver une boîte de base d'occasion. Franchement, c'est abordable. Euh, c'est Pour moi, ça va être un must. Voilà. Ça fait très longtemps que je voulais jouer à ce jeu. Maintenant que j'ai goûté, je pense qu'il va ressortir souvent. J'étais pas sûr non plus que ma femme aime parce que c'est un jeu particulier qui s'oriente vers l'expert quand même, hein, avec un beau mélange. Et malgré tout, je vais temporer un petit peu ça parce que justement, ce que je disais de la BD Marchand, c'est qu'au moins c'était fluide. Black Rosoir, faut bien s'y mettre hein, pour que ce soit fluide. Il y a du temps mort. Peut y avoir une analyse paralysis aussi. Franchement, la paralysie d'analyse, ça peut complètement bloquer le jeu et enfin bloquer l'ambiance dans le jeu. Voilà. Un petit peu compliqué pour ça. Pareil, les phases de la rose noire, parce que la rose noire, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit de la loge qui essaie aussi, à force des combats de magie et autres, la loge a pris une entité propre, a un esprit, c'est la rose noire. Et justement, la rose noire agit aussi. Donc il y a des quêtes, il y a des événements, et la rose noire peut nous battre. Et oui, la rose noire peut gagner contre tous les mages qui jouent. De même, il y a un automa, je n'ai pas encore testé, apparemment ça fait partie des meilleurs automas qui existent, et ben, j'ai hâte de le tester. Voilà. Donc, je suis en amour pour ce jeu, tout simplement. Alors, vous voyez, un gros jeu pour lequel je suis tombé en amour, un autre gros jeu pour lequel je suis vraiment mitigé, plein de petits jeux auxquels on a joué et on a pris du plaisir entre amis, en famille. Ça, c'est du bonheur, ça, c'était les fêtes. Voilà. Bon, et puis,
manger des chocolats de l'Avent, hein, c'était un bonheur, et puis en plus on a pu recycler. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait. On va se retrouver cette année pour du pimp. On va parler un petit peu de règles, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Parler de certaines règles qu'on essaye de... Quand on peut améliorer un jeu, hein, il ne faut pas hésiter, tout simplement. Parler un petit peu des jeux d'occasion et parler aussi un petit peu de Kickstarter, de GameFund et compagnie, on y reviendra. Je voudrais mettre, avant de vous laisser, je voudrais mettre en avant deux sociétés. Alors il y a deux projets qui vont sortir, je crois que c'est cette semaine. Il y a Subverti qui va sortir un nouveau jeu dans lequel on va gérer une mare, un petit jeu de cartes. J'aime cette boîte d'édition française parce qu'à chaque fois, bon ben, ils ont un réflexe écologique et ça, il faut le mettre en avant. Donc je vous mettrai, c'est sur Ulule, je vous mettrai le descriptif ou le lien dans le descriptif de ma vidéo. Et il y a aussi Bonnie and Clyde. Alors Bonnie and Clyde, j'avais adoré le jeu solo. Et bien là, il y a une extension qui sort, je crois, samedi sur Kickstarter. Donc intéressant parce que Bonnie and Clyde, c'est un jeu solo dans lequel effectivement on est dans la peau de Bonnie and Clyde, hein, vous l'avez bien compris. Mais effectivement, il y avait des embranchements, il y avait des cartes qu'on pouvait choisir pour savoir si on sortait d'une ville ou autre. Là, si j'ai bien compris, l'extension nous permet de reproduire un petit peu ce qu'on pouvait trouver à l'époque aux États-Unis, ce qui fait que ça va nous permettre de programmer un petit peu vers où on veut aller. Alors j'attends de voir, on va voir si j'ai bien compris, j'ai pas plus d'infos. Et ça doit être sur Kickstarter, alors je crois samedi. Voilà, donc Bonnie and Clyde, si vous ne connaissez pas le jeu, renseignez-vous, franchement c'est un très bon jeu français. Et pareil, c'est encore une entreprise, un éditeur, j'aime pas dire entreprise parce que c'est un éditeur, c'est vraiment du local, tout est fait localement, les boîtes sont assemblées à la main, voilà, c'est du bonheur et en plus les auteurs sont vraiment adorables, donc je leur fais des bisous. Voilà. Bon ben voilà, je crois que c'est tout comme ça. On va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Pianoter, des petits commentaires, à quoi vous avez joué, qu'est-ce que vous avez reçu, un petit like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!